Mesdames et messieurs, bonsoir chez vous. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Le temps sera-t-il au beau fixe demain? Découvrons-le ensemble à travers la météo. Voilà, nous remercions donc les populations d'Aplaroué qui sont certainement très nombreuses à nous suivre en ce moment. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons 4 rubriques. Plus d'inquiétude pour les consommateurs de céréales. Le Bénin bat son record de production de céréales. On en parle dans le monde agricole. L'expert viendra poursuivre sur comment devenir riche avec son salaire. On ne s'en lasse certainement pas. On a tous envie de devenir riche avec notre salaire. Autant savoir revient sur le métier d'enseignant. Comment se former pour enseigner et qu'est-ce qui devrait être enseigné lors de ces années de formation? On en parle dans ce grand rendez-vous. Journée mondiale du handicap, c'était le 9 octobre dernier. Quel soutien on doit véritablement apporter aux personnes vivant avec un handicap? On en parle avec Nature et Bien-être. Merci d'être solidement accrochés. Vous le savez, le grand rendez-vous, c'est aussi le journal et Amandine Agnambossou est déjà là. Amandine Agnambossou, bonsoir. Bonsoir à vous, Aniat Bello. Qu'avons-nous donc au menu ce soir? Au menu du journal ce soir, la célébration ce 10 octobre de la Journée mondiale de la santé mentale. L'édition 2018 s'intéresse à la santé mentale des jeunes dans un monde en évolution, les facteurs de risque et les modes de prévention dans le 1945. Et puis l'opinion publique est également appelée ce mercredi 10 octobre à contribuer à l'abolition de la peine de mort au plan international. Seulement 142 pays dans le monde sont abolitionnistes de la peine de mort. Et puis le Bénin se prépare pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Le personnel de l'Agence nationale de la protection civile, ANPC, a été formé à cet effet. Amandine Agnambossou, merci à vous pour ces titres qui nous paraissent si alléchants. On a hâte de vous retrouver à 19h45 pour le menu lui-même. Place à présent au premier plateau, le monde agricole. Voilà, la production céréalière aurait véritablement augmenté et le Bénin bat son propre record. Nous recevons un expert aujourd'hui sur ce plateau pour en parler avec nous, Gérald Losogbe. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous êtes ingénieur agroéconomiste, je vais y arriver. Oui. Ingénieur agroéconomiste. Déjà, c'est quoi un ingénieur agroéconomiste? Un ingénieur agroéconomiste, c'est quelqu'un qui a étudié d'abord l'agronomie et qui se penche sur les questions liées à l'économie, sur les questions liées aux organisations, comment les acteurs s'organisent pour mieux tirer des profits et produits. On aime bien ça, tirer des profits et produits. Et vous êtes même sur ce plateau à propos de cela. Est-ce que la production céréalière a véritablement augmenté?
Oui, la production céréalière a véritablement augmenté. Et nous pouvons aussi dire, malgré les inondations que le Bénin a enregistrées aujourd'hui, et cette année, on a fait des prévisions jusqu'à 1,8 million de tonnes de céréales, surtout pour le maïs. Les céréales en général? Non, pour le maïs, contre 1,2 million il y a de cela 2 ans. D'accord. Quand on prend les céréales, de 600 000? Une augmentation de 600 000, oui. Par contre, quand on veut parler des céréales en général, oui. La campagne passée, de 2017-2017, on a connu un accroissement de 10,44%. Mais justement, hein, vous avez parlé tantôt du maïs. Qu'en est-il du maïs véritablement? Comment est-ce que cela s'explique que cela ait augmenté? D'abord, vous savez que le maïs est hautement consommé. Donc, moi, je vois que le maïs, non seulement la demande est là, et dans le passé, l'offre n'arrivait pas à répondre à la demande. Mais suite aux mesures prises par le gouvernement actuel, les producteurs se sentent mieux à l'aise et ils ont produit pour répondre à cette demande. Non seulement la demande nationale est couverte, mais la demande externe aussi est d'être alimentée. Comment le mesurez-vous? Comment vous savez que, évidemment, avec cette production céréalière, avec cette production de maïs, on en aura tellement qu'on pourra en exporter? Vous confirmez? Oui, je confirme. On a une population. On a une population qu'on peut estimer à 10 millions aujourd'hui. Et cette population a des habitudes alimentaires qu'on connaît. On sait que le maïs est hautement consommé, c'est vrai, mais un individu ne peut pas consommer au-delà de certaines quantités. Donc si on prend cette quantité multipliée par le nombre de populations que nous avons aujourd'hui, nous voyons clairement que les 1,8 million de tonnes vont suffire largement et le Bénin aura un surplus pour exporter vers les pays limitrophes. Mais justement, est-ce que la qualité du maïs que nous avons produit nous permet véritablement, nous avons des statistiques là sur ce plateau, avec la complicité de la régie justement, là je vois qu'effectivement la production céréalière a augmenté et de 2016 à 2017 pour vous déjà, et là nous savons de 2017 à 2018. Comment on peut expliquer sur le temps cet accroissement-là? Je pense que on peut l'expliquer par rapport à la nouvelle structuration du pays en des pôles de développement agricole. Oui. Et moi, je peux féliciter, je passe par là pour féliciter le gouvernement qui a joué sa carte, qui a bien joué sa carte. Parce Vous mettez quoi dans jouer sa carte? Voilà. On sait comment y arriver. Comment y arriver déjà? On le sait. Il faut en parler avec nos téléspectateurs, oui, ils ne sont pas dans les secrets. Non, on sait comment y arriver. Donc, si on travaille de façon objective, on doit y arriver. Et c'est ce que le gouvernement en place a fait. Il a travaillé de façon objective. Et je peux l'affirmer. Vous confiez un travail à un cabinet qui travaille, qui met à votre disposition les résultats de cette consultation. Il suffit d'appliquer et c'est ce que le gouvernement a fait et ça a marché. D'accord. Mais quels sont les leviers véritablement sur lesquels on peut s'appuyer pour avoir une augmentation particulière? Les vrais leviers. D'abord, les conflits fonciers. Il faut bien gérer ces conflits fonciers pour permettre à ces investisseurs dans le monde agricole d'être en sécurité. De se sentir à l'aise, qu'ils investissent. Maintenant, si ce cas-là est vidé, l'accès aux intrants. L'accès aux intrants de qualité. La semence est un facteur très important à ne pas négliger et c'est ce que le gouvernement fait. En dehors de ça, il y a les intrants tels que les engrais chimiques aussi. Donc, si on met chaque acteur à sa place, le rôle est joué et les résultats seront atteints. D'accord. Mais si on s'en tient au maïs, le maïs produit sur toute l'étendue du territoire national, est-ce que c'est le même maïs? Est-ce que les variétés ne diffèrent pas d'une région à une autre? Est-ce que c'est la même qualité de maïs qui a été produite? Bon, les variétés diffèrent d'une région à une autre. Oui. Ça dépend des objectifs de la production. Si nous prenons des unités de production qui veulent faire de l'élevage, de l'aviculture, celles-là plutôt se tournent vers la production de maïs jaune. D'accord. Par contre, si c'est purement pour la consommation, maïs ordinaire de couleur blanche, ça suffit. C'est ce que les gens font sur le terrain. C'est fonction de la demande et des objectifs de production. Quel est le maïs qu'on exporte véritablement? Le jaune ou... Le jaune et le blanc, les deux. En termes de qualité, est-ce qu'on est compétitif sur le marché d'exportation? En termes de qualité, est-ce qu'on est compétitif? Moi, je peux dire oui, parce que les coûts de production, il faut voir, c'est les coûts de production. Si les mesures d'accompagnement, ils sont plutôt... Vous y tenez aux mesures d'accompagnement. Les mesures d'accompagnement, pour vous, c'est quoi? Après,
quand on a déjà mis en place les semences, quelles sont les mesures, les autres mesures d'accompagnement? Il y a l'encadrement des producteurs, du monde rural, qui permet à ces producteurs de suivre les itinéraires techniques liés à la production du maïs. Ce qui est a priori bien fait. Donc, comme l'encadrement et la gestion des catastrophes, la gestion du climat, la gestion de la pluie, de la pluviométrie, tout ça, pendant longtemps, tous ces facteurs entraient en compte dans la production. Est-ce que cette année, c'est différent? Cette année, ce n'est pas différent parce qu'on a connu des inondations également. Oui, mais l'année passée, c'est la même chose. Le changement climatique, le changement de ces facteurs-là, ce n'est pas sur 1 année, 2 années, 3 ans. C'est sur 50 ans, 100 ans. On a dit, c'est sur un cycle de 30 ans au moins. Au moins. Donc, dans ces fourchettes, il suffit simplement de maîtriser le régime pluviométrique, savoir comment décaler les dates de semis, comment évacuer le surplus, ainsi de suite. C'est ce qui est fait. Et c'est ce qui se fait à travers les différents aménagements sur le territoire. D'accord. Voilà, nous avons une augmentation de la production, déjà, au moins pour le maïs, on est sûr des chiffres et tout, on sait que pour les autres céréales aussi, ça a augmenté, mais comment est-ce qu'on conserve? Parce que parfois, on tombe à la fin avec du maïs qui ne peut pas être exploité, qui ne peut plus être utilisé. Pourtant, au départ, on est tous contents, on a produit beaucoup de maïs. On le conserve comment, toutes ces quantités supplémentaires de maïs? Ouais. Toutes ces quantités supplémentaires de maïs, on les conserve très facilement. Il y a plusieurs technologies qui sont développées dans la recherche et qui sont... Avec la collaboration des producteurs également. Forcées. Avec la collaboration des producteurs et la vulgarisation joue son rôle. Par exemple, auparavant, dans le passé, on conservait le maïs avec des produits chimiques. Mais aujourd'hui, on a vu que ces produits chimiques ont des impacts sur la santé humaine. D'autres utilisent aujourd'hui les bidons, les fûts, pour ne plus utiliser ces produits chimiques. Dans l'ancien temps, on s'en tenait au grenier. Ou dans l'ancien temps, au grenier, on ajoutait des produits chimiques? Ou c'est au niveau des greniers, il y a toujours de pertes post-récolte. Ah, d'accord. Mais on n'a pas fait... Au niveau des greniers, les producteurs, pour leur propre ils utilisent toujours des greniers. Toujours les greniers. Seulement que ces greniers se sont améliorés au fil du temps. Ah, donc, il y a une amélioration nette de ces greniers-là. Donc, à part les greniers, les bidons, est-ce qu'il y a d'autres formes? Peut-être qu'il faut qu'on puisse aller aussi dans une certaine forme de transformation. Pour ceux qui ont l'habitude de consommer le maïs en farine, ils peuvent peut-être déjà commencer à s'atteler à cette transformation pour pouvoir toujours s'assurer que dans la durée, ça pourra véritablement servir. J'avoue que l'INRAB a beaucoup travaillé sur ça, sur l'utilisation du maïs dans les différentes chaînes de transformation. Et ces innovations existent. Ces innovations existent et sont vulgarisées. Aujourd'hui, il y a des maïs précuits dans les supermarchés. Il y a des farines comme les gambarines, les filles qui sont là. Donc la transformation ne pose pas de problème. D'accord. Est-ce qu'en termes de politique agricole, est-ce l'idéal augmenter comme ça la production céréalière? Parce que quand on parle de politique agricole, nous avons plusieurs productions qui entrent en ligne de compte. Là, on est qu'à la production céréalière. Est-ce que cette nette augmentation de la production céréalière ne va pas impacter sur les autres types de production que nous avons? J'avoue que non, parce que si vous voyez les statistiques, on a vu tout à l'heure que les statistiques en général, en matière de production agricole, ont connu un accroissement de 13,2%. Donc en général. Donc c'est une synergie d'action. C'est une synergie d'action. Quand on va au nord, le nord comptabilise une seule saison de pluie. Donc un producteur qui veut faire une production annuelle, programme ça. Et dans cette programmation, il y a une succession de cultures à faire. Lui, programme, il dit, je fais, comme vers la fin, je peux faire le coton, je viens là, comme je peux faire le coton, qui est une culture industrielle qui me donne de l'argent, le mieux, c'est de préparer le terrain. Et pour préparer le terrain, j'emblave une grande quantité et je fais ma production céréalière ou bien la production donc c'est possible d'alterner. Production de céréales, production de coton, production de céréales, oui. Mais c'est ce qui se fait au nord, par exemple. Les producteurs font le coton et font plutôt le maïs en première saison. Et en deuxième saison, le coton. D'accord. Et vous êtes d'accord avec ça? Je rappelle sur ce plateau que vous êtes ingénieur agroéconomiste. Est-ce qu'en termes de politique agricole, c'est bien d'alterner? Oui, c'est bien d'alterner. C'est rentable aussi? Très rentable parce que les cultures installées bénéficient, surtout dans le cadre de production céréalière, les céréales bénéficient de l'arrière-effet
des engrais mis sous le coton. Est-ce que c'est le même type d'engrais qu'on utilise et pour le coton et pour les céréales? En matière de gestion de la fertilité du sol, c'est vrai, ce sont des espèces différentes. Et les exigences de coton sont différentes des exigences de maïs, oui. C'est vrai. Mais ces engrais et les résidus de récoltes qui sont enfouis sur place profitent toujours à ces différentes productions céréalières. D'accord. Alors, si on en revient à la production céréalière elle-même, là, vous avez donné les chiffres. Nous sommes à 1 800 000 de prévision. De prévision, justement. Souvent, on oublie ces petites pertes, les insectes, peut-être des maïs qu'on ne juge pas assez beaux ou assez gros, qui ne se sont peut-être pas assez bien formés. Est-ce qu'on peut aller au-delà? Moi, je pense qu'on peut aller au-delà. On peut vraiment aller au-delà. Et les insectes, la maîtrise de ces insectes-là n'est pas difficile. Du moment d'abord que le producteur fait des alternations et succède, fait des rotations. Vous l'avez dit, c'est au nord, on va peut-être parler du sud aussi après. Le sud aussi, il y a des rotations de culture. Cette pression parasitaire diminue. Nous ne sommes pas dans un système de pure culture. Non. Ce n'est pas une culture pure. Il y a des cultures associées, il y a des rotations qui éliminent ça. D'accord. Voilà. Alors, si on en vient au sud, comment eux, ils font pour obtenir leur production de céréales? Ils alternent aussi. On n'a pas les mêmes saisons au sud qu'au nord. On n'a pas les mêmes saisons au sud qu'au nord. Au sud, on a 2 saisons. C'est pas la même quantité d'eau aussi qu'on a? Pas la même quantité d'eau aussi. Et les intensités aussi diffèrent, c'est vrai. Oui. Au sud, la première saison est purement consacrée à la production céréalière. Et les gens s'adonnent correctement. Et ils le font. Et la seconde saison c'est pour les cultures industrielles et quelques producteurs qui font aussi des productions céréalières, c'est vrai. Qu'est-ce qui se passe au sud? Entre ces 2 saisons, la petite saison pluvieuse ne permet pas une forte conservation de la première production. Ce qui fait que vous allez voir dans les marchés urbains, les gens préfèrent consommer du maïs frais. En quantité, ils consomment. Et pendant la petite saison des pluies, ils font des associations comme des rotations aussi. Des assolements. Assolement, ça veut dire quoi? Je fais coton sur cette portion, je fais maïs de l'autre côté et niébé de l'autre côté. C'est ce qui se fait. Sur un même terrain, même champ, on a plusieurs Dans un même champ, on peut avoir plusieurs cultures. D'accord. Mais le traitement est différent que si on avait emblavé un seul champ pour... La production céréalière en dehors de niébé n'est pas fortement attaquée comme le coton. Non, n'est pas fortement attaquée comme le coton. Donc, la pression parasitaire, pour moi, est presque nulle. Presque nulle. Si ce n'est pas le niébé qui nécessite quelques traitements. Et je pense qu'avec la nouvelle structuration du ministère, les DIDAEP qui sont plus proches de ces producteurs, le conseil est vraiment fait. Justement, hein, le champ tel qu'on le connaissait avant, c'était à la roue. Est-ce qu'aujourd'hui, l'introduction peut-être des machines agricoles a contribué à augmenter cette production céréalière-là? L'introduction de machines agricoles, moi je peux affirmer que ça a contribué a priori. Puis c'est des particuliers. Nous sommes dans un régime où la terre est laissée aux collectivités. D'accord. Et quand la terre est laissée aux collectivités, avec la pression démographique, la quantité, la surface de terre par individu est faible. Ça ne permet pas une forte mécanisation de l'agriculture. Parce que si moi j'ai un hectare et que mon second a 2 hectares, s'il n'y a pas un régime de coopérative où on s'entend pour utiliser ces machines, ça ne peut pas passer. Par contre, il y a des particuliers qui ont de vastes domaines qui ont adopté cette stratégie, qui ont produit abondamment. J'espère qu'on aura peut-être l'occasion de vous recevoir encore sur ce plateau pour nous parler un peu de la mécanisation agricole, de ce que ça peut véritablement apporter à l'agriculture ici au Bénin. Je rappelle que vous êtes Gérard Alonsogbe, ingénieur agroéconomiste. Merci d'avoir été des nôtres tout au long de ces 15 minutes qu'a duré la rubrique Monde agricole. On passe à présent à une autre rubrique, Nature et bien-être. Le 9 octobre, c'était la journée mondiale du handicap. On s'intéresse ce soir au soutien dont ont besoin les personnes vivant avec un handicap, mais on suit d'abord ce reportage.
La prothèse, l'aide technique indispensable pour l'autonomie physique des personnes vivant avec un handicap. Déjà, j'arrive à marcher sans les béquilles. Ça me permet d'être beaucoup plus autonome qu'avant. Les gens sont plutôt pleins et remplis d'admiration quand ils me voient. L'un des centres de sa fabrication au Bénin, le centre médico-social Sainte-Élisabeth de la Trinité des Sœurs Oblates, petite servante des pauvres de Calavi. Nous sommes ici dans la salle de thermoformage. Donc, quand nous prenons la mesure, nous préparons la pâte que nous appelons acalo évidemment. Nous faisons l'acalo et c'est la forme finie d'acalo préparée dans la forme du pied que nous avons obtenu. Par exemple, ce patient, il a un problème au niveau de la cheville. Il est venu, après la consultation du médecin, il a été envoyé chez nous. Environ une vingtaine de prothèses par mois sont formées et mises à la disposition des ayants droit pour leur appareillage. Le coût de chaque appareil est fixé en fonction du diagnostic effectué sur le malade. Si nous prenons par exemple le cas d'une personne amputée au niveau de la partie crurale, un appareil peut lui coûter 700 000. Celui qui est par exemple amputé au niveau du tibia, la prothèse coûte 200 à 300 000 ou plus, selon le type de prothèse qu'il aurait souhaité, parce qu'il y a des prothèses qui coûtent moins cher, c'est des prothèses CICR, et des prothèses qui coûtent plus cher, c'est des prothèses modulaires. J'ai dépensé un peu plus de 700 000 francs pour me procurer cette prothèse. C'est un peu cher. Il y a des gens qui sont dans le besoin, mais qui ne peuvent pas s'en procurer. Et je profite de cette occasion pour lancer un appel aux bénévoles qui voudraient bien subventionner ce centre d'appareillage. 200 à 600 000 francs CFA au moins pour se faire une prothèse. Les malades ayant par exemple les deux membres inférieurs amputés payent alors le montant double, soit environ 400 à 1 500 000 francs CFA renouvelables. Les appareils sont alors fabriqués sur commande car de la matière première au plus petit instrument tel que les vis, toutes les pièces viennent de l'étranger et la prise en charge n'est pas encore gratuite au Bénin. Voilà, ce reportage plante très bien le décor. On se demande que font donc les personnes handicapées, surtout ces personnes-là qui n'ont pas les moyens. Nous recevons sur ce plateau sœur Marceline Tossou. Elle est orthoprothésiste. Bonsoir. Bonsoir, madame. Vous avez suivi avec nous ce reportage dans lequel vous êtes aussi. Oui, hein? oui. Alors déjà, moi, ma première question, c'est de savoir quel est votre avis à vous sur la situation socio-sanitaire des personnes vivant avec un handicap au Bénin. D'abord, j'interviens dans un centre de santé qui est un domaine très important et qui fait partie aussi d'un domaine de notre ONG sur lequel notre ONG travaille, qui est SSPH OCPSP, Service des Sœurs pour la promotion humaine. Cette ONG est créée le 6 juin. On peut revenir à ça. Ouais. Parlez-nous déjà de la situation socio-sanitaire des personnes portant un handicap. Est-ce que vous pensez que les personnes vivant avec un handicap ici au Bénin sont à l'aise dans la société qui les entoure? Non, ils ne sont pas à l'aise dans la société qui nous entoure parce que le regard que porte la société sur ces personnes handicapées n'est pas pour autant favorable. Mais de plus en plus, grâce et à l'amélioration, à ceux-là qui s'habituent un peu aux personnes handicapées et aussi à la loi votée par le gouvernement en 2017, toutes ces personnes qui entourent les personnes handicapées ont de mieux en mieux une connaissance de ces personnes handicapées. Que vient corriger la loi justement, la loi de 2017? Qu'est-ce qu'elle corrige? Qu'est-ce que cette loi corrige? Pour le moment, c'est une loi qui est votée, mais elle n'est pas encore mise en application. Donc on ne voit pas encore son impact. C'est un projet, voilà. D'accord. Alors, une journée pour célébrer ces personnes qui portent des handicaps, est-ce que vous pensez que ça change quelque chose dans leur quotidien? Moi, je pense qu'au Bénin, ces journées célébrées sont plus festives, alors qu'elles devaient être plus réflexives. Car normalement, après ces journées, on doit quand même réfléchir par rapport à la situation de ces personnes handicapées, comment améliorer de plus en plus leurs conditions de vie. Mais c'est la fête et puis ça s'arrête là, quoi. D'accord. Je crois que l'idéal serait de réfléchir
par rapport à leurs conditions de vie, comment faire pour améliorer leur situation. D'accord. Vous les rencontrez, hein, vous rencontrez beaucoup de ces personnes vivant avec un handicap, surtout lorsqu'elles sollicitent votre aide pour avoir un appareillage. Dites-nous un peu, quelles sont leurs réelles difficultés? Bon, d'abord, les personnes handicapées, la plupart sont issues des familles très pauvres. Et aujourd'hui, les besoins sont énormes, surtout dans le domaine de la santé. Ce qui fait que certains enfants, s'ils n'ont pas les moyens, ils ne peuvent plus se faire soigner. Alors, de plus en plus, nous allons dans ces familles, les sortir, leur parler un peu, puisque nous avons une ONG qui s'occupe de ces enfants handicapés de 0 à 25 ans. C'est seulement cette couche-là pour pouvoir quand même répondre à ces besoins, aux besoins de ces enfants. C'est ce que nous arrivons. Quels sont les besoins de ces enfants? Est-ce que c'est les besoins d'un enfant normal ou bien ils ont des besoins particuliers, ces enfants handicapés? Bon, surtout dans le domaine de la santé. D'accord. Et puis même... Est-ce qu'ils croissent normalement déjà? Oui, c'est des enfants qui grandissent normalement, certains, bon, avec leur pathologie. Avec leur handicap? Voilà, mais puisqu'ils ne sont pas très tôt pris en charge, alors ils restent et demeurent avec leur pathologie comme ça jusqu'à la fin de leur vie. Mais si très tôt déjà, après sensibilisation, les parents viennent, on s'occupe de ces enfants pour que déjà on puisse les aider à changer un peu leurs conditions de vie dans le domaine de la santé, par exemple. Mais on les instruit, on s'occupe d'eux un peu. Pour qu'ils puissent s'insérer après véritablement. Voilà. Mais déjà, dites-moi, si on enlève l'aspect financier, véritablement, est-ce qu'avec de l'argent, on peut dire qu'un enfant ou une personne handicapée peut mieux s'en sortir? Est-ce que tout se résume aux finances? Non, pas forcément. Parce que déjà, le regard seul suffit pour pouvoir empêcher ces enfants de vivre dans la société. Alors, il y a même des parents qui cachent des enfants. Ils en ont honte? Ils ont honte de sortir ces enfants. Ils ne peuvent pas, ils se disent, peut-être c'est des enfants sorciers, ou bien on leur a jeté des sorts, ou ils ne méritent pas de vivre comme tous les autres enfants. Donc, leurs propres enfants. Et de plus en plus, nous sommes en train de faire maintenant des sensibilisations pour sortir ces enfants. Justement, quand vous les sensibilisez, qu'est-ce que vous leur dites? Il y en a peut-être qui nous écoutent là, qui aimeraient partager avec vos sessions de sensibilisation. Quand vous leur parlez, vous leur dites quoi? Aimez vos enfants, ils sont tous égaux. Qu'est-ce que vous leur dites concrètement? D'abord, il faut comprendre que certains enfants, certains parents ne sont pas vraiment ouverts et ne nous parlent pas trop de leur situation. Il y a peut-être des voisins qui viennent nous voir pour nous dire, voilà, dans telle famille, il y a telle situation. On va rencontrer des parents pour leur dire, voilà, vos enfants, nous sommes tous égaux. C'est vrai qu'ils souffrent de quelque chose, mais il serait bien de les amener chez nous pour qu'on puisse voir avec vous, et dans la mesure du possible, ce qu'il faut faire à ces enfants. Il y a certains enfants vraiment qu'on n'arrive pas à récupérer, mais d'autres que nous arrivons à récupérer, on essaie quand même de les instruire, de les orienter pour qu'eux-mêmes se sentent en famille et intégrés dans la société. D'accord. Quelles sont les possibilités de prise en charge disponibles pour ces personnes handicapées? Au Bénin, nous n'avons pas de possibilité de prise en charge, nous n'avons pas de possibilité. Mais bon, il y a les acteurs de développement et aussi certains organismes qui travaillent aux côtés du gouvernement pour pouvoir quand même soulager ces personnes handicapées. Cependant, il y a des partenaires qui nous accompagnent, qui nous soutiennent, et aussi avec la collaboration de certains centres de santé, certains responsables des centres de santé, pour pouvoir nous aider à soutenir ces enfants. Voilà. D'accord. Maintenant, quels sont les véritables défis en termes de politique socio-sanitaire à l'endroit de ces personnes handicapées? Bon, comme défi, nous devons vraiment travailler à ce que de plus en plus, et tous ceux qui côtoient, c'est-à-dire toute la population béninoise, découvrent mieux ce qu'est un handicap, ce qu'est une personne handicapée, quels sont ses droits, ses devoirs. Et je voudrais quand même remercier le gouvernement qui a quand même voté une loi
en 2017 portant protection et pour la promotion des personnes portant sur la promotion des personnes handicapées. D'accord, mais est-ce que pour vous, cette loi, si elle est vraiment promulguée, mise en application, cette loi seule suffit pour améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ici au Bénin? Ça ne suffit pas. C'est déjà un pas. C'est déjà un pas. Alors moi, je voudrais qu'on travaille davantage pour la validation de cette loi. Parce que ce n'est pas encore validé. Pas encore validé. Voilà. D'accord. Mais déjà, dans ce reportage, on s'est rendu compte que la mobilité est très importante pour une personne handicapée. C'est-à-dire que cette personne puisse faire au moins quelques gestes par lui-même. Et cela passe par un appareillage. Et le système d'appareillage est très compliqué puisqu'on nous parle de 200 à 600 millions. Oui. Voire 400 à 1 million, non plutôt de 200 à 600 000 et 400 à 1 million pour des personnes, vous l'avez dit, qui sont pour la plupart de couches défavorisées. Comment est-ce que cela se passe? Bon, je vous parlais de notre ONG. En fait, notre ONG s'occupe de ces cas-là. Parce qu'on soutient des enfants de 0 à 25 ans. Et vous les appuyez en termes d'appareillage? Oui, on les appuie. Et puis, il y a des partenaires aussi qui nous soutiennent. Et nous avons dans notre centre de santé des services qui s'occupent de ça. Des services d'appareillage, oui, d'appareillage orthopédique, de kinésithérapie et d'orthophonie pour aider ces enfants vraiment à récupérer. Voilà. Mais là, il ne s'agit que d'enfants, au-delà de 25 ans. Au-delà de 25 ans, nous avons bon, c'est un peu compliqué, puisque d'abord l'appareillage, ça coûte cher. Le matériel nous vient cher et on essaie quand même... Est-ce que c'est possible d'avoir des matériaux ici, des matériaux locaux qu'on peut utiliser pour la fabrication de tous ces appareils orthopédiques? Non, la majorité nous vient de la Suisse. La majorité nous vient de la Suisse, soit des vis ou bien des petites choses qu'on peut... qui entre les intrants, quoi, qui sont dans la fabrication qu'on peut trouver ici au Bénin. Donc, c'est les intrants qui véritablement font que l'appareillage à la fin revient cher? Non, le matériel même. Le matériel même. Donc, tout, c'est nous-mêmes qui allons fabriquer, par exemple, la prothèse que vous avez vue. C'est moi-même avec la complicité de la régie, voilà. On voit quelques exemples de prothèses. C'est moi-même qui ai fait cette prothèse, mais c'est sur mesure. Ce n'est pas préfabriqué et le patient viendra porter, non. C'est sur la mesure du patient qu'on la fabrique. Mais il y en a plusieurs sortes, on a vu là. Le type là, si est différent de celui en plastique. Oui. C'est-à-dire ce que vous avez vu là, c'est une orthèse. Le membre existe, mais il ne fonctionne pas bien. Et les prothèses, c'est pour ceux dont les membres n'existent pas. Comme celui que vous fabriquez là? Voilà. Ce qu'on a montré un peu avant. Et là, c'est pour quelqu'un dont le membre n'existe pas? Là, c'est pour un petit qui est né sans les membres, quoi. Il est né sans les membres? Oui. Et là, vous l'aidez? Agénésique, c'est-à-dire il n'a pas les membres supérieurs n'existent pas, les membres inférieurs n'existent pas, mais on essaie de lui confectionner quelque chose, voilà, des prothèses pour sa mobilité. Et effectivement, il arrive à marcher? Il arrive à marcher maintenant. Il arrive à marcher maintenant. Oui. Mais on a vu la dame qui se plaignait des coûts. Apparemment, ce n'est pas à la portée de tout le monde d'avoir un appareillage comme ça. Non, ce n'est pas à la portée. C'est pourquoi nous avons une ONG, on insiste sur ça. Mais l'ONG, vous le dites, c'est seulement de 0 à 25 cependant, ans. Nous avons au-delà de 25 ans. Nous avons les services, d'autres services sociaux quand même, qui nous réfèrent, qui nous réfèrent. On essaie de collaborer avec eux. De voir comment aider. Parce que tout, même s'ils sont âgés, ils n'ont pas les moyens. On essaie de voir avec eux comment on peut aider, oui. D'accord. Mais est-ce qu'avec véritablement ces appareils-là, ils arrivent à avoir une meilleure vie? Oui, par exemple, la jeune fille que vous venez de voir, et quand elle était venue chez nous, elle avait ses béquilles et elle a trouvé un travail, mais on lui a demandé avec ses béquilles, elle ne peut pas travailler. Alors, quand elle est venue, nous lui avons fait une prothèse et quelques jours après, on l'a reçue. Et aujourd'hui, elle se sent bien, elle est mariée, elle a un enfant, elle est très à l'aise. Merci. Donc, c'est possible de vivre avec son handicap. Je crois que ce sera votre conclusion sur ce plateau. C'est possible. Il faut juste s'adresser au service qu'il faut, au service adéquat pour vous accompagner autant mentalement que
que physiquement, justement, dans votre intégration dans la société, ne soyez pas complexés. Aujourd'hui, le handicap ne devrait pas complexer. Alors, merci. C'est fini pour Nature et Bien-être. Nature et Bien-être qui cède place à Autant Savoir. Voilà, Autant Savoir s'intéresse à la formation des enseignants. Mais ce sera tout juste après ce reportage. Vous ne pouvez pas être enseignant parce que vous n'avez plus rien à faire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a la vocation et même la passion. Et même la passion. Et c'est après que vous avez les autres conditions. Lorsque vous passez par là tout juste parce que vous n'avez plus rien à faire, que c'est passager, alors vous allez vraiment agir sur la relève et nous aurons vraiment un niveau qu'on ne voulait pas avoir. Nous l'avons aujourd'hui parce que les jeunes qui sortent des universités ne sont pas prêts à être enseignants, mais veulent aller s'essayer là tout juste le temps d'aller ailleurs. Ce qu'on ne devait pas avoir. Au sujet de Wihor, j'emploie près de 350 vacataires. Et à peine, on a eu une trentaine de professeurs titulaires, ce qu'on appelle titulaires, c'est-à-dire les ACE, les APE, une trentaine. À peine. Dans ces conditions, nous constatons que c'est parce que on a un besoin grandissant, croissant, qu'on a oublié de les utiliser. Je voudrais dire aux enseignants, à nos jeunes enseignants qui veulent faire le chemin dans ce métier, qu'ils doivent d'abord mettre devant, en avant tout, la vocation, la passion de bien faire. Et puis, le reste va suivre. S'ils sont là et que leur problème, c'est les intérêts, le salaire, les primes, qui priment, ils ne seront pas de très bons enseignants. La grande récompense, c'est les apprenants qu'ils ont formés et qui les retrouvent bardés de diplômes, qui les retrouvent techniciens, qui les retrouvent en tant qu'un homme accompli, un homme qui a réussi. Voilà, merci pour cet entretien. On remercie le directeur du CEG Wihor. Mais déjà dans ce reportage, on reviendra dessus. Notre invité sur ce plateau, c'est Bioluc Akiyo. Il est le chef service INFRE, Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Bonsoir, monsieur Akiyo. Bonsoir, madame. C'est un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Alors, avec vous, aujourd'hui, nous parlons du métier d'enseignant. Est-ce qu'il y a une nécessité de formation professionnelle? Merci, madame la journaliste. Il faut dire qu'il y a une nécessité de formation professionnelle parce que ne devient pas enseignant qui veut. D'abord, il faut avoir la vocation. Et quand vous avez la vocation, vous êtes recruté, il est nécessaire que vous soumette à une formation. Et quand vous êtes recruté, la première formation à laquelle vous êtes soumis, c'est la formation présentielle. Parce qu'on suppose que vous n'avez pas encore quelques bribes pédagogiques. Et quand vous finissez avec... Là, vous voulez parler on suppose que l'enseignant, au départ, n'a même pas une formation professionnelle. Voilà. Il y vient avec sa formation académique de base. D'accord. Et là, il subit une formation présentielle. Et quand il finit avec la formation présentielle, on lui permet d'évoluer dans le corps. Et c'est en ce moment-là qu'il est soumis à une formation à distance. Et cette formation à distance permet de former des enseignants qualifiés pour certains diplômes. Donc à la fin, ils deviennent professeurs certifiés? Voilà. Si c'est le primaire, par exemple, là, ils deviennent instituteurs pleins. Instituteurs pleins. Et là, on lui octroie le certificat d'aptitude, certificat élémentaire d'aptitude pédagogique. CAPES? Là, pas le CAPES, c'est le CEAP, pour le primaire. D'accord, le CEAP pour le primaire. Le CEAP pour le primaire. D'accord. Parce que là, il doit être instituteur adjoint plein. Maintenant, pour être instituteur plein, là, il passe l'examen du certificat d'aptitude pédagogique, qui est le CAP. Et
Après le CAP, il fait un certain nombre d'années et il passe le CAP-CP, qui est le certificat d'aptitude aux fonctions de conseiller pédagogique. Et quand il finit le CAP-CP, il passe maintenant le CAIP pour devenir inspecteur. Et le CAIP qui est le certificat d'aptitude à l'inspection primaire. D'accord. Revenons-en d'abord à la formation de base qu'il lui faut pour enseigner. Quels sont les entrants dans cette formation-là? Qu'est-ce qu'on leur apprend véritablement à ces enseignants? Justement, vous voyez, l'enseignant est recruté avec un niveau académique, comme vous l'avez dit. Maintenant, il est obligé d'aller enseigner la pédagogie. Donc, il doit maîtriser la pédagogie, la psychologie pour pouvoir maîtriser les enfants en salle de classe. Donc, on lui enseigne la pédagogie générale, la pédagogie appliquée qui est liée à la matière, à la discipline qu'il doit enseigner, et ensuite la psychologie pour pouvoir gérer sa classe. D'accord. Mais vous avez l'impression que cela suffit pour que l'enseignant soit vraiment qualifié à enseigner? Justement, ça, ce que je viens de dire suffit seulement sur le plan professionnel, mais il faut dire que quand on finit d'acquérir certaines connaissances professionnelles, il y a des contenus notionnels que l'enseignant doit maîtriser. C'est-à-dire quoi? L'enseignant doit maîtriser ce qu'il enseigne avant d'aller enseigner ça à l'apprenant. Maintenant, sur lui-même, au début, il ne maîtrise pas ce qu'il doit aller enseigner. Donc, vous voyez, ce serait déjà une cassation pédagogique. Donc, il est nécessaire qu'après cette formation-là, il se cultive sur certains contenus notionnels. Alors, je ne vous coupe pas, hein. Là, nous sommes encore au niveau du primaire. Je crois que c'est le niveau le plus important parce que l'enseignant du primaire récupère l'enfant presque à sa sortie de chez lui. Je suppose que c'est un moment particulier. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres notions qui devraient être requises pour permettre à ces enseignants-là de pouvoir véritablement faire leur travail comme cela se doit, mais de pouvoir surtout impacter ces enfants pour qu'à la longue, ce soit de bons citoyens dans la société? Oui, bien sûr. Vous voyez, il y a des constats amers qui ont été faits. Il y a des évaluations récentes qui ont prouvé que le niveau de nos apprenants est très bas aujourd'hui. Et le niveau est bas en mathématiques et en français. Et cela est dû à quoi? Cela est dû aux difficultés pédagogiques que l'enseignant aussi rencontre. Difficultés pédagogiques qui sont liées à son niveau de culture, parce que le niveau de culture de l'enseignant aussi est très bas. Et comme je viens de le dire tantôt, n'est pas enseignant qui veut. Même quand on devient enseignant, il faut chercher à se cultiver. Et il y a de nouvelles donnes. La pédagogie est évolutive. Et étant donné que la pédagogie est évolutive, il doit se cultiver quotidiennement pour pouvoir maîtriser ses enfants en situation de classe. Alors, vous parlez de niveau de culture au départ qui n'est pas bon du tout. Dites-nous, pour les recruter justement, pour qu'ils viennent passer ces formations présentielles, est-ce qu'il n'y a pas un minimum qui leur est redemandé, peut-être un test d'entrée, pour juger leur niveau et leur aptitude à pouvoir suivre cette formation et à la fin, déjà faire honneur à tous ceux qui leur enseignent? Effectivement, il y a un test d'entrée et c'est ça qui permet même à l'État de les sélectionner avant qu'ils ne deviennent enseignants. Mais vous savez, nous avons une tare dans la société et ça existe dans toutes les fonctions possibles. Il suffit seulement de retrouver l'emploi pour se dire que tout est permis et ne plus chercher à se cultiver. Et quand c'est dans ces conditions-là, vous devenez enseignant et vous avez même déjà acquis des notions préliminaires. Vous voyez, vous ne cherchez pas à vous cultiver, donc vous allez perdre toutes ces notions-là. D'accord, alors on pense qu'on connaît tout et qu'on n'a plus besoin de s'améliorer. On revient en parler dans un instant, monsieur Akiyo. L'heure du journal est sacrée. Amandine Agnon-Bossou est déjà là. On vous laisse le plateau, Amandine.
Bonsoir à tous, voici les titres du journal. Sensibiliser le public aux problèmes de santé mentale, c'est l'objectif de la Journée mondiale de la santé mentale. L'événement est célébré le 10 octobre de chaque année. Elle reste encore appliquée dans de nombreux pays sur tous les continents. La peine de mort est toujours d'actualité. L'opinion publique est invitée à contribuer à son abolition au plan international. Comment le Bénin se prépare-t-il pour faire face aux risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques? La question était au cœur d'une formation à l'endroit des services de l'Agence nationale de la protection civile. Les troubles mentaux touchent près de 12% de la population mondiale. Le 10 octobre de chaque année est consacré à la Journée mondiale de la santé mentale. La santé mentale renvoie au bien-être psychique de toute personne. Quels sont les facteurs de risque des troubles mentaux et comment les prévenir? Reportage Marianne Bossemede. Tout être bien portant est un malade qui s'ignore, a dit Jules Romain. Si certaines maladies présentent des signes physiques, la maladie mentale n'en a pas. Un malade ne peut se distinguer d'un sujet sain à vue d'œil. Un sujet en bonne santé mentale, ça va être un sujet qui a toutes les dispositions psychiques qui lui permettent de fonctionner normalement dans la société, arriver au plein potentiel de lui-même, travailler avec succès, faire face avec souplesse aux difficultés normales de la vie parce que ça ne manquera pas et contribuer à sa communauté. Mais la santé mentale va au-delà de l'absence de maladie touchant au volet psychosomatique de l'individu. Certains facteurs de risque très familiers sont à prendre en compte pour préserver un état mental sain. La bonne santé mentale inclut que vous êtes bien dans votre tête, bien dans votre peau, bien dans votre vie, bien dans vos relations. Ça commence par le couple parental, ça commence par les frères et sœurs, ça va commencer par l'ambiance dans laquelle on a grandi, l'éducation et les difficultés de la vie. L'éducation qui a été peut-être trop permissive ou trop rigide, toutes ces choses vont agir. Si les maladies mentales, les affections psychosomatiques de l'individu se manifestent à l'âge adulte, la plupart des maladies et troubles mentaux commencent dès l'enfance ou à l'adolescence. La santé mentale des enfants doit donc avoir une grande importance pour les parents à qui incombe cette responsabilité. L'enfant qui vole, l'enfant qui ment, l'enfant qui fugue, l'enfant qui commence à s'habiller un peu bizarrement à la maison, au lieu de penser qu'il est devenu un délinquant et le frapper, mieux vaut s'intéresser à lui, l'appeler, échanger avec lui, le mettre en confiance, le rassurer beaucoup plus. Même si elle laisse des traces dans l'organisme, la maladie mentale peut être guérie. La prévention étant meilleure, de petits gestes peuvent contribuer à éviter la survenue d'un dysfonctionnement mental. La meilleure des choses, c'est parvenir à dialoguer, parvenir à échanger. Et pour échanger avec quelqu'un, pour l'amener à vous comprendre, il faut comprendre d'abord la personne. Nous devons tous prendre la peine de temps en temps de nous calmer, de toujours nous poser la question de que suis-je en train de faire? Est-ce que c'est vraiment conforme aux résultats que j'attends? Octobre, c'est également la journée mondiale pour l'abolition de la peine de mort. La peine de mort toujours en vigueur dans bon nombre de pays, nonobstant, notamment asiatiques, nonobstant l'effet très dissuasif de cette sentence sur les comportements des individus. Fidèle Kikan, directeur exécutif de Amnesty International, revient ici sur le sens de cette commémoration et sur les moyens dont dispose cette ONG internationale pour élargir en direction des États asiatiques le rang des pays abolitionnistes de la peine de mort. C'est au micro de Clotaire Awekou. C'est clair que dans la justice moderne, les pays sont en train de se rendre compte, depuis la déclaration universelle des droits de l'homme notamment, de se rendre compte que le droit à la vie doit être protégé, y compris par l'État qui détient la puissance publique.
Donc aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté que nous voyons cette marche-là vers une abolition totale planétaire de la peine de mort. Mais nous en sommes encore légèrement plus loin parce que aujourd'hui, on n'a que 142 pays qui sont abolitionnistes, dont 106 abolitionnistes pour tous les crimes. Donc nous avons encore un peu moins de la moitié de la planète à convaincre pour entrer dans la mouvance des pays abolitionnistes, des pays respectueux du droit à la vie. Est-ce que cette peine-là est encore dissuasive? Beaucoup d'exemples le prouvent. Déjà, les pays qui continuent à être non abolitionnistes, rétentionnistes, donc, soit pour les faits de trafic de stupéfiants, soit pour les faits de crimes ou de terrorisme, il n'est pas démontré que ce soit justement cette peine de mort qui réduise ces facteurs-là dans ces pays. Les pays asiatiques, notamment, seront toujours de plus en plus confrontés aux questions de trafic de stupéfiants. Vous aurez toujours les questions de terrorisme qui vont grandir dans ces pays et de toute façon, qui ne vont pas reculer du fait de ce qu'on assassine, l'État assassine finalement les personnes qui sont auteurs. Dans notre pays, on a exhibé ici pendant longtemps les corps des personnes fusillées. Ça n'a pas dissuadé. En Europe, aux premières heures, on a exhibé des corps, on a théâtralisé la guillotine. Ça n'a pas réduit le crime. Donc, en définitive, le recours à la peine de mort est contre-productif si nous voulons aller vers une certaine moralisation de la vie et un assainissement, une véritable lutte contre le crime. En revanche, l'État respectueux du droit à la vie, une justice équitable et des politiques publiques pourvoyeuses du droit, de la jouissance du droit aux droits économiques, sociaux et culturels semblent être des réponses les plus pertinentes pour lutter véritablement contre la criminalité. À la faveur de cette 16e journée mondiale contre la peine de mort, Amnesty International, qui est membre de la coalition mondiale contre la peine de mort, travaille sur la thématique mondiale, c'est-à-dire les conditions de détention des personnes condamnées à mort. Mais au Bénin spécifiquement, comme vous le savez, nous avons la joie depuis février 2018 d'avoir complètement aboli la peine de mort par la commutation de la peine des 14 condamnés à mort. Mais nous avons encore une épine dans nos pieds. C'est la question de la vindicte populaire. Sur un autre plan, le Bénin est résolument engagé dans la lutte contre les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. Et face aux conséquences qui peuvent être engendrées sur la population en cas de survenue, les services de l'Agence nationale de la protection civile et les services d'urgence préparent les réponses opérationnelles. Les détails avec Simon Villon et Ulvaeus Balogun. Les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques NRBC constituent aujourd'hui une menace élevée pour la population. Ils résultent principalement de l'emploi d'armes toxiques, d'accidents industriels, de catastrophes naturelles ou environnementales ou de pandémies virales naturelles. Face à cette réalité, le Bénin réagit aussi bien sur le volet réglementaire que sur le volet opérationnel. Par la loi 2017-29 du 15 mars 2018, le Bénin a décidé donc de renforcer le cadre juridique de protection en matière donc de sécurité nucléaire, en matière donc de sûreté radiologique. Nous sommes dans une époque nouvelle où c'est la prévention qui prime sur la réponse. Nous n'allons pas attendre que ces risques se produisent avant de réagir. Les risques, ils sont là. Nous les connaissons mal. En fait, c'est un genre de risque que je pourrais qualifier d'invisible, qu'on ne voit pas. Ces risques-là ne sont pas comme des risques d'inondation où l'on voit qu'il y a de l'eau et que tout le monde est dans l'eau, ou des risques d'incendie où on voit le feu. C'est des risques invisibles mais qui font mal, qui sont très sévères. Pour y faire face, il est important d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques permettant l'identification des risques pour anticiper et faire face à des situations de menace. Dès lors que le cadre juridique est renforcé, nous devons, en tant qu'organe chargé de la coordination de la gestion des crises et catastrophes, nous devons penser à renforcer le cadre opérationnel. Il y a la Croix-Rouge, il y a le ministère de la Santé, il y a le ministère du cadre de vie, il y a le ministère de l'Intérieur, il y a beaucoup d'autres acteurs civils que nous avons invités pour
essayer de leur faire comprendre ce que c'est que le risque nucléaire, radiologique, biologique et chimique. Parler donc des risques NRBC, c'est refuser toute peur irrationnelle en mettant un nom sur chacun des dangers, en les identifiant avec précision, en évaluant leur probabilité de survenue et en apprenant à s'en protéger. La probabilité que ces risques proviennent est faible, mais les conséquences sont dramatiques quand ils surviennent. Donc se préparer à ces risques, elle est primordiale et indispensable. Parce que quand le risque arrive, on ne peut rien faire. Si on ne le connaît pas, on ne peut rien faire. Il faut toujours connaître le risque, bien le connaître pour pouvoir le circonscrire. On va donner la base pour qu'il y ait d'autres formations plus évoluées que celle-là, mais au moins c'est de sensibiliser surtout les formateurs pour eux-mêmes pouvoir donner l'information à agents ou d'autres officiers. À l'heure de la mondialisation, le risque NRBC revêt des formes variées et peut frapper sans prévenir. D'où l'importance de former, de sensibiliser et de se préparer afin de réagir de la meilleure façon. La production mondiale de maïs pourrait baisser de 10% avec un réchauffement à 1,5 degré Celsius. C'est ce que souligne le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat dans un rapport spécial publié cette semaine. D'après les prévisions du panel rapporté par Bloomberg, ce seuil pourrait être atteint entre 2030 et 2052. Sur le continent africain qui paiera le plus lourd tribut au changement climatique dans les prochaines décennies, les experts indiquent que la récolte de maïs pourrait se contracter de 20% si les températures mondiales continuent de grimper. Pour rappel, d'après le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, la température planétaire a augmenté de 1 degré Celsius depuis l'ère pré-industrielle. La production globale de maïs s'élève annuellement à 1 milliard de tonnes. La production laitière au Cameroun affiche encore un déficit de 120 000 tonnes malgré une progression constante entre 2011 et 2016. Selon certaines sources, la demande nationale des ménages et des industries de transformation du lait est estimée à environ 297 000 tonnes par an. Pour combler ce déficit que les experts mettent sur le compte du faible rendement des espèces de vaches utilisées par les producteurs, le manque de structures de production modernes, l'enclavement des principaux bassins de production. Les opérateurs économiques camerounais ont dépensé 31 milliards de francs CFA en 2015 pour importer du lait selon les officiels. Afin d'échapper aux coûts élevés des importations qui explosent les coûts de production, certains industriels locaux explorent de nouvelles solutions. À Camley, par exemple, 3 milliards de francs CFA ont été investis dans le montage d'une unité de production de yaourt à base du soja. Et ce sera tout pour le 19h45 de ce soir. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci à vous également, Amandine Agnambosso, pour toutes ces informations. On vous retrouve demain, toujours avec le même plaisir, certainement. Nous poursuivons le plateau d'Autant Savoir, qui s'intéresse au métier d'enseignant, nécessité d'une formation professionnelle. Pour Luc Akio, c'est indéniable. On a besoin d'être formé pour enseigner, surtout au niveau du primaire. Alors, on en était aux formations. Vous vous êtes rendu compte qu'après la formation, la plupart des enseignants oublient qu'il faut une autre formation, une formation continue. Oui. Alors, de quoi il s'agit concrètement? Oui, la formation continue, en réalité, est une formation qui permet à l'enseignant d'élever son niveau de qualification professionnelle. Donc, il doit à tout moment se cultiver dans les champs de formation. Il a enseigné aux enfants pour pouvoir s'améliorer et pour pouvoir mieux dispenser les situations d'apprentissage. Comment est-ce qu'il peut s'améliorer véritablement? Pour s'améliorer, Madame la journaliste, vous savez, la pédagogie n'étant pas figée et la science étant en perpétuelle évolution, l'enseignant doit être perméable aux innovations pédagogiques, se cultiver quotidiennement pour élever son niveau de qualification.
se cultiver quotidiennement pour élever son niveau de qualification. De vous, de votre position, nous rappelons que vous êtes en service à l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation. Comment est-ce que les structures qui œuvrent au niveau de l'enseignement général peuvent accompagner l'enseignant vers cette formation continue? Merci madame. Vous voyez, en réalité, l'État ne se lève pas du jour au lendemain pour organiser une formation. Avant d'organiser une formation, il faut d'abord identifier les besoins des enseignants. Et ces besoins sont identifiés à travers les inspections pédagogiques sur le terrain. Et c'est après ces inspections pédagogiques que nous organisons des formations aux enseignants pour pouvoir pallier les insuffisances qui ont été constatées lors de ces inspections pédagogiques. Et en 2017, par exemple, il y a eu beaucoup de formations qui ont été organisées. Par exemple, il y a eu la formation des enseignants évalués sur les outils linguistiques et les mathématiques, la formation des enseignants sur la gestion des classes multigrades, parce que vous savez, la gestion des classes multigrades pose problème aujourd'hui. Pour préciser un peu, vous mettez quoi dans classe multigrade? Nous avons des téléspectateurs qui nous suivent et qui ont envie de comprendre. Justement, une classe multigrade, c'est une classe à plusieurs niveaux. Et vous savez, quand il y a déficit d'enseignants, s'il y a un enseignant pour plusieurs niveaux, il faudrait qu'il soit formé pour pouvoir gérer les enfants de cette classe-là. Je crois qu'on doit avoir beaucoup plus de ce genre de formation parce que quand on sillonne autour le territoire national, on se rend compte qu'il y a de nombreuses écoles qui effectivement manquent cruellement d'enseignants où on est obligé de mettre un enseignant avec plusieurs salles de classe. C'est de ça qu'il s'agit. Donc un enseignant peut se retrouver à garder des enfants du cours d'initiation, du cours préparatoire et peut-être du cours du CE1 aussi. Du CE1, voilà. D'accord. Voilà. Comment est-ce qu'on gère alors? Bon, ça là, c'est pour cela qu'on a organisé une formation à l'intention pour qu'ils puissent maîtriser les notions qui peuvent leur permettre de gérer ces classes de différents niveaux. D'accord. Et vous voyez... Comment vous appréciez ces formations à la fin, quand ils finissent dessus ces formations, comment vous appréciez le retour justement? Justement, quand nous finissons ces formations, nous ne restons pas dans les bureaux et nous envoyons des notes pour demander au chef de région pédagogique de mettre en application les acquis de la formation dans les unités pédagogiques. Parce que les unités pédagogiques constituent des creusets de discussion pour les enseignants et ces unités pédagogiques leur permettent de poser des questions sur la pédagogie et de s'améliorer. Donc, nous faisons un suivi sur le terrain pour pouvoir apprécier le niveau d'acquisition de ces formations-là. Est-ce que cela suffit? Bon, ça ne suffit pas. Puisque vous l'avez dit tantôt, on se rend compte qu'on dit les enfants n'ont plus le niveau et la première cause tout de suite, c'est le niveau des enseignants lui-même. Si on remet en cause le niveau des enseignants à l'heure actuelle, la responsabilité est à quel niveau? Justement, ce n'est pas qu'on est en train de remettre en cause le niveau des enseignants, excusez-moi, mais plutôt nous sommes en train de dire aux enseignants qu'ils doivent se cultiver quotidiennement, s'améliorer, pour s'améliorer, parce que la pédagogie n'est pas figée, elle est évolutive. Ce qu'on vous a enseigné aujourd'hui, demain, ça peut prendre une autre tenue et une autre allure. Et si vous ne savez pas faire, votre élève va vous dévancer dans les idées. Donc, c'est pour cela qu'on dit que l'enseignant doit s'améliorer. Maintenant, si on fait tout ça là, et qu'on organise toutes les formations, ça ne prend pas, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau de la vocation. Il faudrait que l'enseignant ait la vocation et qu'il ne s'occupe pas uniquement des intérêts, des revendications, qu'il sache que c'est une mission qu'il est venu accomplir. D'accord. Voilà. Alors, sur ce plateau, nous avons parlé du métier d'enseignant, nécessité d'une formation professionnelle. Notre invité est catégorique, Luc Akior, chef service à l'Institut national pour la formation et la recherche en éducation, dit qu'il est primordial de se faire former. Mais la formation, ce n'est pas seulement en amont, c'est aussi en aval. Il y a une formation continue pour pouvoir toujours être à même de pouvoir transmettre le savoir. Nous profitons pour saluer tous ces enseignants-là qui se tuent à la tâche pour former des citoyens de demain beaucoup plus debout, beaucoup plus modèles. Alors nous passons à une autre rubrique à présent, ce sera l'Expert. Développement personnel, comment devenir riche
avec son salaire. On a commencé par en parler depuis semaine passée avec notre coach. On est revenu sur comment le salaire devait être réparti. Et si vous ne le savez pas, je résume pour vous, sont 10% pour les charges fixes normales du mois, 10% pour l'épargne, pour les temps durs. Il faut toujours épargner. Pour les temps durs, 10% pour investir. Justement, pour devenir riche, il faut investir, 10% pour investir et les 10% restants pour la dette sociale. Nous l'avons encore sur ce plateau, il va partager avec nous d'autres astuces. Marcel Effon, bonsoir. Bonsoir Agnès. Alors, nous rappelons que vous êtes coach motivateur et avec vous, déjà, semaine passée, on a abordé un certain nombre de choses. Aujourd'hui, on parle véritablement de quelle attitude un employé doit avoir avec le budget familial. Absolument, je suis très passionné par cette question parce que nous sommes dans un environnement où, même si hier l'information n'était pas populaire, aujourd'hui, en faisant un quart de tour, on peut savoir qui est le plus riche dans le coin. Et avoir des ambitions, acquérir de grands biens, avoir beaucoup d'argent sur son compte. Donc du coup, tout le monde est devenu ambitieux, ce qui est normal. Tout le monde veut de l'argent. Tout le monde veut être riche. Voilà, tout le monde veut être riche. Tout le monde veut consommer sans mesurer, tout le monde veut consommer sans regarder le temps ni son portefeuille. Mais la question, effectivement, c'est comment est-ce qu'on devient riche. On l'a abordé la dernière fois, on s'est beaucoup intéressé, surtout aux employés, parce que la plupart des personnes qui y a dans la société aujourd'hui, qui mouvementent le monde, c'est des employés. Alors, il faut qu'on dise aux employés, c'est la plus grande couche, il faut qu'on dise aux employés comment on devient riche. J'ai l'habitude de dire aux gens, parfois nous faisons très bien, je dis très bien la mauvaise chose. Alors, devenir riche, c'est un jeu. On a montré, un jeu. Oui, c'est un jeu. On a montré, la semaine dernière, pour ceux qui nous ont suivis, on leur a dit comment est-ce qu'on peut devenir riche, quelles sont les personnes qui peuvent devenir riches dans la société. On a cité les employés, mais à une condition, que l'employé, comme vous venez de le dire tout à l'heure, puisse investir une partie de son salaire pendant qu'il travaille. D'accord. C'est capital. Aujourd'hui, je voudrais continuer dans le même sens en abordant la question, par exemple, de la gestion du budget familial. Oui. La gestion du budget familial, parfois, nous investissons dans nos familles, nous gérons le budget familial avec beaucoup de passion. Mais ce qui est intéressant est qu'à la fin de la journée, on est content parce que tout brille, parce que le frigo est plein, parce que les gens ont mangé et remangé, mais on ne se pose pas la question, est-ce que nous pouvons continuer à vivre cette vie quand bien même on sera à la retraite? Absolument, lorsque vous ne pensez pas à l'investissement, c'est presque pas possible. De maintenir ce train de vie. De maintenir ce train de vie. Et je reviens sur la question, la gestion du budget familial doit commencer d'abord par ce que vous gagnez. Et ce que vous gagnez, je dis aux employés, il faut se payer en premier. Lorsque votre salaire vient, il faut se payer en premier. Se payer en premier suppose que vous envoyez une partie de votre argent travailler pour vous pendant que vous travaillez. Il y a un adage qui dit chez nous, c'est ce que tu as mangé qui part avec toi. Ce qui reste, c'est ce que tu as investi. C'est ce que tu as investi. Mais c'est ce que tu as mangé qui part avec toi, c'est bien normal. Mais il faut pouvoir, il faut en disposer tout le temps qu'on vit. On peut mourir simplement de peur parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait. Alors, se payer en premier suppose que lorsque vous avez votre salaire, il faut se poser la question, qu'est-ce qui fait que j'ai la motivation de vivre? Il y en a qui se lèvent le matin et qui disent, mais si je dois continuer à vivre tel que je vis là, il vaut mieux que je parte maintenant. Mais vous avez parlé tantôt du train de vie, j'aimerais qu'on y revienne, parce qu'effectivement, on se rend compte qu'on a tout fait de passer un train de vie supérieur normalement à celui qu'on devrait se permettre. Comment est-ce qu'on peut réguler pour pouvoir justement tenir sur la longue? Alors, comment est-ce qu'on peut réguler? Vous êtes un employé, je l'ai dit la dernière fois, vous passez d'un contrat de stage à un contrat à durée déterminée. Ça s'appelle un CDD. Alors, lorsque le contrat vient, généralement, qu'est-ce que les gens font? Si le monsieur habitait un studio à 15 000 avant, puisqu'il gagne maintenant 100 000, 120 000, 150 000, alors il calcule rapidement, il voit que de 115 000 à 150 000, il peut s'offrir par exemple un appartement de 2 chambres salon. Mais ce n'est pas le plus grave. Ce n'est pas le plus grave. Au même moment, quand il rentre là-bas, il achète un frigo. Il n'avait pas un réfrigérateur. Alors il achète le frigo, mais le frigo ne va pas rester vide. Il va consommer. Il va consommer. Donc du coup, de 115 000 à 150 000,
il crée des charges de plus de 300 000. Wow. Alors, on pense l'avoir augmenté, mais on ne l'a pas augmenté. On l'a aidé à créer davantage de problèmes. Alors, quand il passe dans cela, quelques mois après, il se rend compte que, mais tiens, ça commence à être chaud. Le frigo est vide, il faut payer davantage de factures d'électricité, la charge locative a doublé, il commence à se chercher, il devient hagard, puis quelques mois après, il passe de CDD maintenant à CDI. Alors, il aggrave la situation, il s'en va s'acheter soit une moto plus grande, une voiture. consommatrice, ou une voiture alors qui consomme 3 fois que ce que ça moto. Peut-être avec un crédit. Avec un crédit, non, pas peut-être, naturellement. Sûrement avec un crédit. Il a pris le temps déjà de calculer plusieurs fois quel est le quota qu'il peut avoir en termes de crédit. Et il est allé déjà regarder sur le parking de voitures les types de voitures qui correspondent à cette gamme de crédit. Et le même scénario, il est dans ce scénario. À chaque fois, la vie devient plus difficile lorsque il bouge, c'est-à-dire sa situation professionnelle ou sociale au travail s'améliore, il crée davantage de problèmes. Alors, je dis, c'est le pire qui puisse arriver à un employé. Ça, c'est la première catégorie de ceux qui échouent lamentalement en termes de bâtir une richesse dans sa carrière. Alors, la deuxième catégorie de personnes, lorsqu'on passe d'un contrat de stage à un contrat à durée déterminée, et il dit à sa charge locative, écoute Joe, on reste toujours dans le même studio parce que rien n'a changé. Il reste dans le même studio, alors il n'a pas augmenté sa charge locative, il regarde son moyen de transport, il dit, écoute, je vais encore marcher ou je vais encore semer pour quelques jours, quelques mois, quelques années. Et ce qui se passe chez lui, il a la chance de se payer en premier parce qu'il voit nettement ce qu'il gagne de plus. Il n'a pas de nouveau frigo, il voit l'amélioration. Donc, à la fin du mois, il a beaucoup plus de marge de manœuvre que celui qui augmente son niveau de vie au fur et à mesure que sa situation sociale, avec des charges fixes. Donc, par exemple, il peut commencer à bien gérer, par exemple, son budget à la maison familiale en contrôlant cette situation. Quand il contrôle, j'ai parlé de se payer en premier, ça lui permet d'avoir de la visibilité, de savoir, mais tiens, hier, je n'étais pas capable de mettre de côté 20 000 francs sur mon salaire. Aujourd'hui, puisqu'on m'a augmenté et que j'ai bloqué alors mes charges, je peux mettre maintenant de l'argent de côté. Il se paye en premier. Quelques jours après, il se rend compte, mais tiens, je suis capable, pourquoi pas, d'aller acheter une parcelle à côté et d'attendre que ça prenne un peu de la valeur de revendre ou de payer une tontine au cas où son salaire ne lui permet pas. N'oubliez pas, lorsque le banquier court après vous, après une augmentation de salaire, il n'est pas con. Le banquier sait que votre garantie, le salaire est là, mais il sait que derrière, lui, il fait du chiffre parce qu'il veut prêter à des gens qui sont capables quand même de rembourser avec du crédit. Donc tout ça là se calcule. Donc, c'est quand même avec intérêt, des intérêts faramineux. Oui, à la limite, je dis, quand vous voulez devenir riche, il y a des crédits qui ne sont pas prenables. Lorsque vous prenez le crédit et vous calculez, vous voyez que vous n'êtes pas capable alors de produire davantage de richesse ou de valeur ajoutée avec ce crédit au moment où vous êtes. Ça dépend peut-être de ce que le crédit vous aide à faire. Naturellement. Si c'est comme vous le dites, dans un passif et non dans un actif. Il y a des actifs aussi dans lesquels vous mettez votre crédit et que le taux n'est pas plus rentable que ce que vous payez à la banque. Il faut calculer ça parce que étant employé, si vous voulez devenir riche, c'est-à-dire être financièrement indépendant, quand je parle d'indépendance financière, c'est arriver à un moment de votre vie où vous n'êtes plus obligé alors de vous bousculer avant de vivre la vie que vous avez envie de vivre. Donc, lorsque vous vous rêvez à une indépendance financière, c'est-à-dire à la richesse, vous êtes bien obligé de faire de la mathématique par rapport à cette question-là. J'ai dit, il y a des crédits qui ne sont pas prenables. Lorsque tu es employé et que tu es en début de carrière, en majorité, alors ton argent devait aller travailler pour toi. Donc, si tu prends c'est le moment de prendre sur soi pour investir. Pour investir, pour faire travailler l'argent pendant que tu travailles. Parce qu'après, vous grandissez, vous avez une famille à charge, c'est plus compliqué. Oui, les charges augmentent au fur et à mesure qu'on grandit. Mais ceux qui sont intelligents bloquent les charges jusqu'à un niveau donné et ils passent leur temps à investir. Quand ils voient que maintenant ils ont un bon matelas financier, ils commencent à augmenter légèrement leur niveau de vie. À un moment donné, vous voyez, ils sont libres de quitter leur emploi ou alors d'investir et beaucoup d'argent travaille pour eux. Ils utilisent l'effet de levier. Mais le pire qui puisse arriver, comme je l'ai dit... L'effet de levier, déjà, il faut nous l'expliquer. L'effet de levier, c'est faire travailler, par exemple, votre argent pendant que vous travaillez. Si vous avez 100 000 qui travaillent pour vous pendant que vous travaillez, vous utilisez alors cet argent pour monter au point de vue revenu. Et pendant que vos salaires reviennent, à un moment donné, vous pouvez devenir financièrement indépendant.
Donc, vous utilisez au même moment que vous augmentez vos revenus en tant que travailleur, l'argent travaille pour vous et vous fait progresser au point de vue social. D'accord. Donc, il y a une catégorie qu'on n'a pas citée, Marcel Effon, c'est cette catégorie d'employés qui se dit, bon, je suis passé d'un tel niveau à un tel niveau, la moitié de mon salaire actuellement, je le bloque sur 3 mois ou sur 4 mois, le temps de pouvoir peut-être prendre, investir dans un petit projet rapidement qui pourra à la longue me permettre de faire autre chose. Est-ce que ça aussi, c'est pratique? Alors, de se serrer la ceinture à ce point Oui, il y en a qui serrent bien la ceinture, mais qui ne font pas la bonne chose avec l'argent. Être employé et faire travailler l'argent, c'est 2 métiers. Le premier, c'est le métier d'employé, mais le deuxième, c'est le métier d'entrepreneur. C'est le métier de celui qui joue au poker, celui qui fait travailler son argent. Et tout le monde ne peut pas le faire. Et tout le monde ne peut pas le faire, mais on peut acheter cette philosophie. On peut aller à cette école. On peut apprendre. On peut apprendre avec le temps. Oui, l'état d'esprit de l'homme d'affaires, de l'investisseur, ce n'est pas le même état d'esprit, par exemple, de l'employé. L'employé travaille pour sa sécurité, mais l'homme d'affaires travaille pour sa liberté. Mais est-ce que tous les employés vont devenir riches? Tous les employés peuvent devenir riches à condition que les employés, pendant qu'ils travaillent, qu'ils aient un état d'esprit de celui qui travaille pour la sécurité, soient capables de développer la mentalité de celui qui travaille pour la liberté. Travailler pour la liberté suppose que vous utilisez l'effet de levier, comme je le dis. On a parlé du cadran du cash flow, qui montre clairement quelles sont les personnes alors qui peuvent devenir riches. C'est des gens qui font travailler d'autres personnes et qui gagnent de l'argent sur ce que ces gens-là font, ou alors qui font travailler une partie de leur argent pendant qu'ils travaillent. Donc, on ne peut pas dire d'office qu'un employé ne peut pas devenir riche. Est-ce que vous avez des exemples pratiques d'employés qui soient devenus riches en faisant travailler son argent? Quand on s'en tient à notre cas ici au Bénin, on connaît les salaires, on connaît la tranche salariale. Si on applique véritablement vos préceptes, je les appelle vos préceptes parce que c'est vous qui les partagez avec nous sur ce plateau, est-ce que c'est véritablement possible de devenir riche? Vous savez, Madame Agnat, la richesse, elle est relative. D'accord. Lorsque vous avez l'habitude, par exemple, de prendre un repas par jour, quand vous parvenez, par exemple, à prendre les 4 repas de la journée, vous êtes passé alors d'un état de bien-être à un état de mieux-être. Oui. Un jour, lorsque vous n'êtes plus obligé de travailler, avant de continuer à vivre cette vie, on dira simplement que vous avez acquis l'indépendance financière. Oui. Alors, ce qui veut dire que la richesse telle que définie chez moi n'est pas peut-être la même chose que vous. Peut-être qu'il y en a qui sont nés avec ces conditions-là, ils sont capables de prendre les 4 repas de la journée, ils sont capables de ne pas travailler. Alors, avant de satisfaire leurs besoins... Parce que quelqu'un d'autre a fait le travail à leur place, c'est sûr. À leur place. Oui. Alors celui-là, sa richesse peut-être c'est acheter un jet privé, avoir son propre bateau. Le niveau est carrément beaucoup plus élevé, voilà, donc elle est relative. Oui. Donc, au départ, on devrait pouvoir en tant qu'employé définir ce que c'est que les la objectifs richesse de vie aussi, pour soi. hein. Oui, ce que c'est que la richesse pour soi. Oui. Et je dis à quiconque, on peut augmenter votre salaire 1000 fois. Tant que vous n'allez pas comprendre où passe votre argent, comment est-ce que vous payez en premier, vous pouvez passer d'1 million à 20 millions le mois, vous resterez toujours la même personne en train de prendre du crédit. Marcel Effon, nous espérons que nos téléspectateurs ne vont pas rester du moins la même personne qui continue de prendre du crédit. Nous espérons qu'à travers les conseils que vous partagez avec ces téléspectateurs, ils pourront peut-être passer du statut d'employé à des personnes riches. Et si ça vous arrive, il faut nous en parler parce que c'est quand même avec nous que nous avons discuté, n'est-ce pas, mesdames et messieurs? Alors, ce sera tout pour le dernier plateau du Grand Rendez-vous, mais on ne va pas se quitter sans la revue de l'Actu Web. Coupure d'électricité dans tout le littoral les jeudis 11 et vendredi 12 octobre 2018. La Société béninoise d'énergie électrique annonce que le service sera interrompu dès demain dans le cadre des travaux prévus pour l'amélioration du réseau de distribution du courant. La première journée va être consacrée à la pose des câbles et la deuxième journée au report des clients sur les nouveaux câbles. Les travaux porteront également sur le remplacement d'équipements obsolètes installés dans la ville depuis la période de l'indépendance. À en croire le directeur général de la SBEE, un travail statistique a d'abord été réalisé, ce qui a permis d'identifier les faiblesses au niveau du réseau de distribution. Le Canada et le Québec retirent leur soutien à Michaël Jean, l'actuel président de l'Organisation internationale de la francophonie. Sur le site d'information RFI, nous pouvons lire que la Canadienne en quête d'un second mandat a perdu le soutien des siens
et se retrouvent sans aucune chance de l'emporter. Le Canada et le Québec se sont en effet ralliés à la candidature de sa rivale, la ministre rwandaise des Affaires étrangères, Louise Mushikiwabo. Celle-ci était déjà soutenue par la Belgique, la France, l'Union africaine et une grande partie des États africains de l'OIF. Dans un courriel adressé à la presse, le porte-parole de la ministre canadienne déclare que le Canada est prêt à se rallier au consensus comme le veut la façon de faire en francophonie. Même son de cloche chez le Premier ministre québécois qui salue le potentiel du consensus qui se dessine. Une note de musique à présent, l'artiste béninoise Angélique Kidjo sera en Arménie pour célébrer Charles Aznavour dans le cadre du sommet de l'Organisation internationale de la francophonie qui démarre demain. Elle y sera avec d'autres artistes de renom, dont Zaz, Serge Lama et Mélodie Gardot. Terminons sur Booba et Caris. Après leur condamnation hier à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende, la manageuse de Booba a indiqué que le rappeur ne va pas faire appel. Pour Anne Cibron, il s'agit d'une punition sociale et médiatique. À l'issue du procès, la manageuse avait ainsi critiqué la disproportion entre des faits certes regrettables et leur traitement médiatico-judiciaire. Selon elle, le juge est d'ailleurs allé plus loin que le procureur qui s'était distingué à l'audience et qui souhaitait plutôt 12 mois de prison avec sursis. Rappelons que la condamnation arrive plus de 2 mois après la violente bagarre qui a éclaté entre les deux rappeurs à l'aéroport d'Orly. Fin de la revue web de ce jour. À demain pour d'autres actualités. Voilà, mesdames et messieurs, le grand rendez-vous est déjà sur le point de se terminer. Le rappel de la météo à présent. Au menu de ce grand rendez-vous, nous avons eu 4 rubriques. Plus d'inquiétude pour les consommateurs de céréales. Le Bénin bat son record de production de céréales. Le monde agricole est revenu sur cette nette augmentation. L'Espère a poursuivi sur comment devenir riche avec son salaire. On ne s'en lasse pas. Autant savoir est revenu sur le métier d'enseignant, comment se former pour enseigner et qu'est-ce qui devrait être véritablement enseigné. Les réponses, vous les avez eues dans ce grand rendez-vous. La journée mondiale du handicap, c'était le 9 octobre dernier. Quel soutien apporter aux personnes vivant avec un handicap? Nature et bien-être nous a renseigné sur cela. Merci à vous d'être restés avec nous tout au long de cette randonnée informative aux commandes justement de la réalisation de cette émission. Sarboran, Christelle, que nous remercions au passage. Bonsoir chez vous.